Salut à tous et à toutes, c'est Gamer du dimanche pour une nouvelle vidéo, enfin, mais une vidéo très spéciale qui se portera sur un élément de réponse sur une question qui taraude tous les joueurs, que ce soit pour ou contre. Il faut avouer que beaucoup sont pour, mais certains sont aussi indifférents. Cette question c'est: est-ce que le jeu vidéo est de l'art? Une question 1000 fois remise en cause, surtout par les médias, nous présentant comme de la merde. Il faut avouer ce qui est. Mais ces médias, on le sait, on n'arrête pas de le répéter. On fait pareil avec les jeux de rôle, avec le cinéma et la littérature. Mais pour voir si le jeu vidéo est un art, il faut revenir à ses origines. Qu'est-ce que le jeu vidéo? Le jeu vidéo est avant tout de l'image animée et interactive. Donc je vous propose d'analyser avant différents cas du jeu vidéo, une ou plusieurs images et films. Alors en fait, il y aura un film et une image. Et pour commencer, je vous propose d'analyser la fameuse photo de la mort d'un soldat républicain de RKA. Cette photo, prise en 1936 sur le champ de bataille de la guerre civile espagnole, est un document source iconographique et un but journalistique, mais plus que ce but journalistique, cette photo a un intérêt très spécial. Son caractère intime, naturel. Cette photo a été prise par réflexe. C'est un instant intime, la mort, qui devient public. Et l'intimité, c'est aussi l'identification à cette personne qui meurt. Et même si cette photo est truquée, comme certains le disent, rien que ça est un sentiment très spécial pour le spectateur. Il s'identifie, il devient intime. Et on en reviendra avec le jeu vidéo, qui le propose aussi. Après, pour la deuxième analyse, je vous propose d'analyser un film, un chef-d'œuvre, The Great Dictator, ou Le Dictateur en français. Un film de Sarit Sapin, où Sarit Sapin fait de multiples rôles dedans. Il est le dictateur, il est le barbier, il est aussi réalisateur, scénariste et compositeur de la musique. Et on peut voir la présence de la talentueuse Poète Godard dans le second rôle. Le contexte du film, c'est il est filmé avant la Première Guerre mondiale et il anticipe certains événements de cette guerre mondiale, comme la montée du nazisme. Il dénonce Hitler, mais il le dénonce d'une manière tout à fait ingénieuse. C'est un film comédie, et oui, et drame à la fois. On mélange quelque chose d'horrible qui est la guerre et la Seconde Guerre mondiale avec l'humour. Et c'est même pas de l'humour noir. C'est de l'humour de situation et de répétition. Il sort en 1940 et va être interdit dans beaucoup de pays avant au moins les années 50 où la libération, et jusqu'en 1975 en Espagne où il faudra attendre la mort de... Ah mince, j'ai oublié le nom, alors ça c'est honteux, mais justement le dictateur qui a provoqué la guerre civile espagnole, Franco. Voilà. C'est un personnage
qui m'intrigue aussi, ce connard. Hein. Donc, comme je disais, il anticipe certains événements de la guerre mondiale, comme l'invasion de la Pologne, et le film dure 125 minutes. Et ce qui est intéressant dans ce film, et qui est vraiment universel, c'est qu'on s'amuse. on a une personne Barbier qui est l'héritier de Sarlo, un de ces grands films qui est les temps modernes, et on s'amuse. Et pourtant on est dans une situation horrible, et on s'amuse. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on fait dans un jeu vidéo? On s'amuse. Et c'est souvent un jeu de guerre, qu'on se le dise, ou un jeu où il y a une dictature, ça arrive aussi. Mais on s'amuse. Et ceci, dans ce film, accentue le message d'un des seuls moments sérieux, c'est le discours à la fin. Un discours humaniste qui vous touche. Et que je vous conseille d'aller voir, et je vous mettrai un lien. Et aussi un lien à une autre vidéo, mais ça c'est autre chose. Et c'est que je disais, c'est les deux éléments de ces deux classiques artistiques sont omniprésents dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement virtuel où évolue un avatar contrôlé par le joueur, tout simplement. Donc je vous propose d'analyser la création de personnages dans les RPG et MMO. Comme je disais plus haut, on devient intime avec le personnage de la photo. Et maintenant, on devient intime avec notre personnage. On crée un avatar et s'il meurt, on sera presque triste, surtout s'il meurt après une longue aventure et qu'on peut pas y reprendre, comme dans Wii U. Après, je vous propose ici une information tirée d'une autre vidéo. Vous allez voir, ces deux personnes qui m'inspirent et qui étaient bien utiles pour ce thème. Alors, je vous propose de s'intéresser aux easter eggs. Il y avait le souvenir du joueur la plupart du temps. Il est utilisé comme une récompense pour le joueur. Mais il peut être un indice, comme dans The Legend of Zelda League Awakening. Si nous sommes bien attentifs, nos easter eggs ne sont pas dissimulés, c'est un indice. Ce monde n'est pas réel, c'est un rêve vidéoludique. Alors, pour cette partie, je vous conseille d'aller voir du temps jeu vidéo d'émotion spécial The Legend of Zelda League Awakening, qui explique très bien tout ceci. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vous propose de s'intéresser à un autre élément primordial des MMORPG et surtout des RPG, le choix moraux. Les choix moraux sont un élément primordial dans les RPG. Il permet encore une fois l'identification au joueur à l'histoire de son avatar, comme dans Mass Effect, où le joueur peut adopter un comportement pragmatique ou plus consensueux, voire neutre. Il choisit ses alliés et écrit son histoire entre les lignes, imposée. Mais le choix moral peut être beaucoup plus discret, comme dans les jeux d'action, comme dans Spec Ops The Line, où on nous propose des choix dans le fil d'action. Tu veux des civils ou ne pour sauver un coéquipier ou non. Le joueur en subira les conséquences de plus. Il sera dans un autre état en apprenant, qui a tout imaginé, qui est fou. Le choix peut être inconscient. Et là, c'est peut-être la chose que j'ai trouvé le plus intéressant d'un jeu de cette série. Dans Modern Warfare 2, le joueur peut adopter plusieurs comportements dans la scène de l'aéroport.
Un choix de comportement joueur lambda, c'est je joue la scène à fond. Je tue les civils en masse. Mais on peut faire un comportement d'homme. On assève les mecs qui vont mourir, on le sait. Mais on ne tue pas ceux qui peuvent survivre. Ou un comportement de terroriste qui rejoint un peu le comportement de joueur lambda, mais où le role-play prend une place importante. On ne va pas tous les tuer. On va en tuer une partie pour en laisser une autre partie aux coéquipiers terroristes. Ou tout simplement un comportement de spectateur. On regarde hypnotisé la scène du massacre. Je vous propose maintenant... Désolé encore. Je vous propose maintenant de se penser sur le cas de l'action contextuelle. Le QTE pour Quick Time Event a pour but de confier le joueur aux scènes cinématiques ou aux scènes narratives et avec un temps donné de presser, par exemple dans Heavy Rain. De plus, dans celui-ci, tous les QTE ratés ont un impact sur l'histoire. Le QTE est le cœur du jeu. Pourtant, le QTE peut être secondaire. Il peut permettre l'identification au monde et aux personnages qu'on utilise pour se divertir en dehors de la quête principale, comme dans Shenmue. Il dynamise le gameplay comme dans Azura Wrath, mais son utilisation est plus intelligente et celle faite par le grand Hideo Kojima. Il ne donne aucun indice et le place en plein milieu d'une longue et interminable cinématique. Le joueur rate son QTE et la cinématique recommence. Le joueur passif ne l'est plus pendant les cinématiques. Se reposant devient un joueur ayant de la pression dans toutes les cinématiques du jeu. Maintenant, tout ceci, on peut appeler ça une méta-eps. Mais, pour moi, la méta-eps totale, qu'on appelle le brisage du quatrième mur, est plus flagrant. C'est celle, encore une fois, faite par Hideo Kojima. Et on va terminer par ça. Que c'est vraiment du génie. Ici, Hideo Kojima va faire encore une fois preuve de son génie, comme je disais, avec une scène de Metal Gear Solid. Dans la scène du combat contre Psycho Mantis, le joueur devra interagir non pas avec le software, mais avec le hardware. Déplacer la carte mémoire de fente, par exemple, pour rendre invincible Psycho Mantis. De plus, un faux écran d'erreur va encore plus mettre la pression aux joueurs, qui arrivent en plein milieu du combat, poussant les nerfs du joueur à bout. Tout ceci pour dire que je voulais montrer que le jeu vidéo a bien sûr des défauts. Des défauts qu'on connaît, mais qui sont minimes. Je prendrai des chiffres très simples. C'est sur 28 millions de joueurs français, on estime à 3 millions d'addicts. Qui fait quand même peu. Bon, c'est déjà beaucoup, mais par rapport aux 28 millions, c'est peu. On pense souvent que les hommes sont massivement joueurs par rapport aux femmes. On a entre 40 et 45% de femmes qui jouent. Et la moyenne d'âge des joueurs, c'est 25 et 30 ans. 30 ans. Voire 25-35 ans. Donc non, le jeu vidéo n'est pas pour les enfants. Il y a bien d'autres exemples pour dire que le jeu vidéo est là. Mais, comme disait Udul Master dans une de ses vidéos sur YouTube, c'est de savoir en quoi le jeu vidéo se différencie des autres arts. Et c'est là où sa différence est aussi un point très controversé. C'est que sa différence, c'est son game system, son gameplay. Le génie qui fera qu'un gameplay est différent des autres sera un artiste. Et gameplay veut dire interactivité.
et interactivité, le ludisme est quelque chose que les artistes refusent et mettent en contradiction avec artistique. Pour eux, tout qui est amusant ne peut pas faire réfléchir. C'est comme ça qu'on peut le voir. Et tout ceci était justement pour contredire et dire qu'il faut faire évoluer notre vision de l'art, notre définition de l'art. Maintenant, je vous laisse retourner jouer, retourner réfléchir ou être un joueur lambda. C'est aussi très bien de jouer pour s'amuser, je le fais moi-même. Et surtout moi-même, de vous péter un délire avec vos amis. Car ça aussi, c'est... On dit que le jeu vidéo, on n'a pas de contact social. Et c'est faux, tout le monde le sait. Entre la coop, où on nous propose d'être en harmonie avec quelqu'un d'autre au lieu de vouloir se battre contre comme on nous propose dans notre monde capitaliste, c'est quelque chose de très fort en symbolisme. Même si d'autres jeux, au contraire, à la fin, nous font rappeler que nous sommes dans ce monde comme dans Peter Say. Maintenant, je vous renvoie à des références, des sources que vous avez sûrement reconnues dans cette vidéo. Je veux bien sûr parler des jeux vidéo motion de Pokimboy et les chroniques du juge sur jeuxvideo.com. Vous allez vous dire .fr maintenant. Et maintenant, je vous laisse retourner à vos jeux du moment. Voilà. Bisous bisous et bonne année.